Le président de la République a lancé le grand débat national qui va durer 2 mois. Eh bien, nous aussi, dans le Figaro Magazine, sur lefigaro.fr, nous lançons notre grand débat pour vous écouter, pour que vous puissiez livrer votre point de vue, vos interventions sur les thèmes choisis par le chef de l'État, mais pas seulement, Karl. Non, parce que dans sa lettre aux Français, Emmanuel Macron a dit qu'il n'y avait pas de questions interdites. Donc aux 5 thèmes qui ont été retenus par lui, nous en avons rajouté 3. L'Europe, l'emploi et le pouvoir d'achat, bioéthique et famille. Alors concrètement, c'est simple. Nous avons prévu une adresse internet spécifique, débatfigmag@lefigaro.fr. Et vous nous envoyez vos interventions, vos images aussi peut-être ? Oui, n'hésitez pas à faire des vidéos dans lesquelles vous donnez vos idées, vos contributions. Elles seront diffusées sur le site. Alors, tout ça, naturellement, va être restitué à la fois sur lefigaro.fr, mais aussi dans les prochaines éditions du Figaro Magazine, pour que chacun puisse savoir quel est votre point de vue sur les sujets du grand débat. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous hebdomadaire, ce dernier rendez-vous de la semaine, plutôt de point de vue. Alors de quoi allons-nous parler en ce vendredi ? Eh bien, on va parler de Souillac, c'est la capitale de la France aujourd'hui, c'est dans le Lot et c'est là que le chef de l'État rencontre des élus de la région Occitanie, d'où notre premier sujet de débat. Est-ce que les gilets jaunes, maintenant, ils doivent se mettre devant leur télévision ou devant Internet et d'écouter Emmanuel Macron plutôt que de manifester. Et on parlera aussi des polémiques à répétition autour de la rémunération des dirigeants d'organismes publics après Chantal Joanneau. C'est Jacques Toubon, le défenseur des droits, qui a expliqué que sa rémunération était parfaitement légitime. Nous nous poserons cette question très simple. Est-ce que certains dirigeants publics sont trop payés ? Et puis, on reviendra sur cette petite mention qui n'est pas passée inaperçue dans la lettre aux Français envoyée par Emmanuel Macron dimanche dernier pour ouvrir le grand débat. Le chef de l'État envisage une transformation du Sénat. Transformation ou suppression ? On se posera la question. Et puis nous parlerons aussi d'un autre projet gouvernemental qui est de faire payer les étudiants étrangers qui souhaitent s'inscrire à l'université française. Eh bien, nous nous demanderons si c'est ou non une bonne idée avec nos 4 invités. Bonsoir, Judith Ventraux. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au Figaro Magazine. Figaro Magazine qui consacre sa une de ce week-end à Clint Eastwood. Alors, c'est pas vous qui l'avez interviewé. Non, hélas. Voilà, mais il y a néanmoins un entretien exclusif avec le dernier géant d'Hollywood. Bonsoir Arnaud Benedetti. Bonsoir. Vous êtes professeur associé à la Sorbonne, vous êtes spécialiste de communication politique et votre dernier livre, Le coup de com' permanent, a été publié aux éditions du Cerf. Guillaume Bernard est là aussi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'ICES. Vous êtes aussi l'inventeur ou le vulgarisateur du mouvement d'Extrogir. La guerre des droites aura bien lieu, c'est votre dernier livre et il a été publié chez Desclés de Brouwer. Et puis Adrien Matou est là aussi, bonsoir. Adrien. Vous êtes journaliste politique à Marianne. Marianne qui consacre sa couverture de cette semaine à ce sujet de comment ils ont bradé la France. Ils, ce sont ces responsables en particulier publics qui ont laissé partir dans des mains étrangères un certain nombre de fleurons, notamment de notre industrie. Mais ce n'est pas de ce sujet-là dont on va parler aujourd'hui. Nous allons parler de cette rencontre à grand spectacle entre le chef de l'État et les élus d'Occitanie. Vous savez, l'Occitanie, c'est le nouveau nom des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, depuis qu'elles ont fusionné. Le chef de l'État a donné une sorte de cadrage, en tout cas d'objectif de ce débat. C'était il y a quelques minutes. Écoutez. Nous ne sommes pas l'addition de 66 millions d'existences. Nous sommes une nation. Et donc avoir un projet au niveau de la nation, ça n'est pas faire droit à toutes les demandes. Ça n'est pas dire dès qu'on fait droit à une demande, vous ne nous avez pas entendu, donc il n'y a pas de projet. C'est aussi recréer un consensus qui n'est jamais l'unanimité. En infléchissant certaines choses, en ajoutant des parts de projet, en corrigeant des choses que nous avons parfois faites ces dernières années ou ces dernières décennies, au fond en construisant le nouveau contrat de la nation qu'on doit aujourd'hui bâtir.
Alors, il y a un petit décalage entre l'image et le son, mais c'est promis, c'est vraiment lui qui parle, hein, c'est pas nous qui avons inventé les paroles. Donc, le chef de l'État veut recréer du consensus autant que ce sera possible. C'est pas forcément gagné, si l'on en croit les manifestants qui ont décidé de redescendre dans la rue demain. Hein, ce sera un nouvel acte du mouvement des Gilets jaunes. Et puis, il y avait aussi des manifestants aujourd'hui à Souillac, notamment la jeune Émilie. On voudrait qu'il nous entende. Il peut nous prendre un groupe de 10 avec 30 CRS s'il le veut. On veut juste qu'il nous écoute, c'est tout. Le roi, il est en train de s'en mettre plein les poches pendant que son peuple, il est en train de mourir. Donc à un moment donné, on est là, on gagne un SMIC et on n'arrive plus à vivre. On veut juste qu'il nous écoute et qu'il trouve une solution pour nous. Voilà, c'est tout. Pour l'instant, il fait la sourde oreille et nous, on en a marre, c'est tout. Bon, Arnaud Benedetti, on a envie de dire que c'est pas gagné. Non, c'est pas gagné, mais c'est un sentiment qui, je dirais, infuse dans la société française depuis plusieurs années, ce sentiment d'être coupé, de la coupure entre les élites et la société et le peuple en général. Mais moi, ce qui me frappe dans cette offre de débat, c'est que finalement, on peut se poser la question si cette offre de débat est à la mesure aujourd'hui de la crise que l'on traverse. Parce que moi, ce qui me frappe fondamentalement, c'est qu'on traverse une triple crise. Une crise du modèle social. Ça, de ce point de vue-là, je crois qu'Emmanuel Macron l'a parfaitement identifié et il en a fait d'ailleurs un de ses vecteurs de sa campagne. Une crise du modèle européen. Et d'ailleurs, ce qu'il faut noter, c'est que la question européenne, finalement, n'est pas abordée dans l'offre de débat que fait à la nation Emmanuel Macron. Or, c'est une question qui est essentielle si l'on veut traiter de la question économique et de la question sociale, et même d'autres questions, mais en tout cas de la question économique et de la question sociale. Et puis la troisième crise, c'est la crise du modèle institutionnel. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on est dans un processus de crise de la démocratie représentative, pas de la démocratie représentative en tant que telle, mais tout simplement parce qu'une grande partie de nos compatriotes considèrent que la démocratie ne représente plus aujourd'hui, que la démocratie représentative ne représente plus. Face à cette fin de cycle, est-ce que Emmanuel Macron fait une offre d'outils politiques qui est susceptible, finalement, de résoudre le problème auquel il est confronté? Vous n'avez pas l'air d'en être forcément convaincu. Et vous, Guillaume Bernard, est-ce que vous pensez que cette offre de dialogue, parce que quand même, les maires d'Occitanie, le maire de Souillac, M. Sansfourche, c'est pas les élites. Enfin, on n'est pas chez les technocrates. Là, c'est la France qui représente, non? Non, mais le problème, si vous voulez, c'est qu'on a le sentiment que Emmanuel Macron, par ses grands-messes, on va voir combien de temps ça va durer, le débat de ce soir, essaye de faire la cohésion du personnel politique derrière lui. Et par conséquent, ça aggrave encore plus ce qui vient d'être évoqué, c'est-à-dire la distanciation entre le peuple et, sinon les élites, du moins certaines élites. Moi, il me semble, le problème, c'est que Emmanuel Macron est capable de dire tout et le contraire dans la même phrase. La citation que vous avez prise de lui, enfin l'extrait que vous avez pris de lui tout à l'heure est extrêmement significatif. Il nous dit nous sommes 66 millions, mais nous ne sommes pas une addition de 66 millions. Et quelques secondes après, il nous explique que la société est le résultat d'un contrat social. Alors, il faut savoir, est-ce qu'il y a une sociabilité naturelle qui fait que le tout est plus que la somme des parties, ou est-ce que la société, c'est le résultat d'un contrat? Donc, exactement. Et donc, par conséquent, encore que lui serait peut-être plus locquien que rousseauiste. Mais enfin bon. Mais le problème, si vous voulez, c'est que il propose un débat. Il profite du lancement de ce débat pour, d'une certaine manière, lancer sa propre campagne sur ses propres idées, à un moment où les Gilets jaunes en sont arrivés à demander le référendum d'initiative populaire et pourquoi pas la révocation de certains élus. Je veux dire, il y a une distanciation entre l'attente et la réponse qui me paraît être trop grande. Judith Wentrop, c'est aussi votre constat. Est-ce que le fossé est devenu trop énorme pour qu'on puisse recoller les morceaux, en quelque sorte? Déjà, pour recoller les morceaux, il faut s'adresser aux morceaux, si j'ose dire. Là, il ne s'adresse pas aux Gilets jaunes, il s'adresse effectivement aux maires, avec lesquels il y a aussi une rupture, mais c'est une rupture antérieure. Il a raté le coche, c'est assez significatif d'ailleurs de la part d'Emmanuel Macron. On a l'impression qu'il a à chaque fois un temps de retard. Ah bah là, quand même, il a repris l'initiative là avec non, il est en train de réparer la rupture avec les élus locaux, que ce soit les maires d'ailleurs, les présidents de département, les présidents de région, qui datent d'il y a plusieurs mois. Là, il résout une fâcherie. Enfin, il essaie de résoudre une fâcherie il y a plusieurs mois. Il n'y a aucune raison que les Gilets jaunes, qui en fait sont invités à être
spectateurs de cette réconciliation, même si elle a lieu, en soient satisfaits. C'est un temps de retard, c'est pas le bon public. Et en plus, il y a toujours le flou qu'Édouard Philippe n'a pas levé, mais qui devrait apparemment lever d'ici lundi, sur le mode de restitution du débat, et puis ce qu'il va advenir des propositions éventuelles qu'il en sortira. Adrien Matou, sans doute que les Gilets jaunes ne seront pas satisfaits par ce débat. De toute façon, on se dit que leur colère est telle qu'on ne voit pas forcément ce qui pourrait les satisfaire à part un départ du chef de l'État. Mais peut-être que les Français qui les soutiennent, qui sont encore majoritaires si on en croit les sondages, eux, ils vont apprécier cette main tendue du chef de l'État. Je ne suis pas totalement d'accord parce que je pense que Emmanuel Macron a acté quelque part l'idée que les revendications portées par les Gilets jaunes, mais aussi par les sympathisants des Gilets jaunes et le programme de son gouvernement étaient totalement incompatibles, puisqu'il s'agirait de... Sur l'ISF, par exemple. Sur l'ISF, par exemple, mais même sur tout le modèle économique, en fait, sur toute la vision de la société. Donc je pense plutôt que son pari avec ce grand débat, c'est de faire avaliser les options du gouvernement en donnant l'impression qu'il y a eu débat. Et si on regarde, par exemple, la manière dont sont cadrées les grandes questions, par exemple, sur la question des dépenses publiques, les revendications des Gilets jaunes, c'était plutôt plus de services publics. La question qui est posée dans le texte, c'est quel service public vous voulez voir supprimé. Bon, voilà, par exemple. Et je pense que son pari, en fait, il n'y a pas que ça, il y a d'autres exemples. Son pari, je pense, c'est de miser sur les gens qui sont entre les deux, qui ont pu avoir à un moment une sympathie pour les Gilets jaunes, mais qui maintenant se disent bon, on va peut-être arrêter un petit peu les manifestations, etc. Et je pense plutôt qu'il mise en fait sur un petit peu comme peut-être le général de Gaulle après 1968, sur une espèce de parti de l'ordre. D'ailleurs, il y a une manifestation qui va avoir lieu le 27 janvier prochain. Pas de soutien officiellement à Emmanuel Macron, mais des libertés. Autrement dit, tous ceux qui sont contre Macron ne sont ni républicains ni pour les libertés. Voilà. Alors c'est insupportable. En tout cas, les organisateurs pensaient très fort à la grande manifestation de soutien au général de Gaulle après les événements de 1968. Après laquelle il y a eu dissolution de l'Assemblée. Après laquelle il y a eu dissolution de l'Assemblée. Rajoute perfidement Judith Et Venneau. renvoi du Premier ministre quelques semaines après parce qu'il avait trop bien gagné les législatives. Que ce soit dans le parti du plan. Alors, on vous pose la question sur le Figaro.fr et les internautes du Figaro sont moins sévères que vous. Ils trouvent quand même, ils apprécient la démarche du président de la République à 61%. Voilà, il y a 18 000 votants et. Mais Guillaume, c'est parce que c'est eux que le président veut convaincre. C'est parce que c'est les gens comme ça que le président veut convaincre. Oui, mais peut-être que de toute façon, il a fait une croix sur les Gilets jaunes. Judith Venneau, moi, ce qui m'a surpris en écoutant le maire de Souillac qui ouvrait le débat, c'était qu'en fait, les revendications, en fait, on a besoin d'argent. C'est-à-dire, revenez sur l'augmentation de la CSG pour les retraités, supprimer complètement la taxe d'habitation et accorder tout de suite la gratuité sur les frais de dentaire et les frais d'optique. Ça, c'est les revendications au président de la République. En fait, c'est en train de se transformer en débat sur le pouvoir d'achat, cette histoire. Oui, enfin c'est la sociale, c'est le grand retour de la sociale, mais qui a été très mal engagée. Moi, je suis frappée du fait que la restauration de l'ISF dans toute sa splendeur, puisque maintenant ça s'est transformé en impôt sur la fortune immobilière, est une revendication qui a surgi après que Emmanuel Macron s'étant rendu compte qu'il n'avait plus les moyens de boucler son budget puisqu'il avait baissé la fiscalité du travail et de l'investissement. Il fallait bien qu'il trouve de l'argent quelque part. Et où l'a-t-il trouvé ? Dans la surtaxation sur les carburants, dont on sait que seule une petite partie a été vraiment dévolue à l'environnement, dans la désindexation des retraites, dans l'augmentation de la CSG pour les retraités, etc., etc. Donc ça veut dire qu'en fait, il a pris une série de mesures qui ont alimenté le sentiment de l'injustice, d'où la revendication aujourd'hui majoritaire de façon écrasante du retour de l'ISF, à tel point que je ne vois pas comment il peut l'éviter, alors même que c'est un impôt imbécile de la vie d'à peu près tout le monde, peut-être pas autour de cette table, pas tout le monde, enfin, en tout cas... Personne ne nous l'envie et personne ne nous. Pas tous les experts. Il n'y a aucun pays européen qui naît d'impôt sur la fortune, quand même. Alors, donc tout ça pour dire que ça me paraît très difficile, étant donné la demande que vous venez rappeler des maires, qui est une demande de social, donc de changer une nouvelle fois l'équilibre du budget, de le faire sans atteindre à la logique de la stratégie sur laquelle Emmanuel Macron a été élu, même s'il a été élu contre Marine Le Pen au second tour. Des réactions d'internautes, de Nicole, qui nous disent ce qui m'interpelle, c'est que ces débats ressemblent furieusement à une campagne
pour les élections et sur le dos du contribuable. Et puis Bronito sur le Figaro.fr qui nous dit le vrai problème n'est pas de savoir si les Gilets jaunes doivent écouter Macron, mais s'ils en sont encore capables. On aura une première réponse demain au vu du succès de la manifestation à laquelle appellent une nouvelle fois les Gilets jaunes. Ce sera la 10e fois, c'est ça ? 10e. Le 10e samedi de manifestation. Vous savez que ce grand débat dont on parle, il devait être organisé par Chantal Joanneau, qui est à la tête d'un organisme dont c'est la spécialité. Et puis finalement, elle s'est retirée parce qu'on a appris le montant de son salaire, 14 600 € et quelques. Et elle a dit, ça pourrait choquer les gens, donc je me retire de ce dossier. Et puis ensuite, on a parlé de Jacques Toubon. Jacques Toubon, c'est un ancien ministre de Jacques Chirac. Il est aujourd'hui défenseur des droits. C'est-à-dire c'est un homme qui est supposé faciliter les requêtes des Français face à l'administration ou face à la justice quand les choses ne se passent pas bien. Et lui, comme il cumule sa rémunération de défenseur des droits et de retraité de la haute fonction publique, il toucherait autour de 30 000 € par mois. Il y a des gens que ça choque, mais pas lui. Je ne comprends pas que ça choque, parce que je rappelle que ce que je fais, c'est un travail à temps plein. Et vous venez encore d'en faire la démonstration depuis 10 minutes. C'est un travail à temps plein pour lequel je suis rémunéré conformément aux règles. D'accord. Alors, ça, c'était donc hier matin, mais Hier soir, le vent a tourné. Judith Wentraub précise que hier soir sur Europe 1, le même Jacques Toubon a dit qu'il comprenait que ça puisse poser un problème. Ce qui est exactement ce qu'a dit Chantal Joanneau. Oui, c'est ça. Mais Arnaud Benedetti, est-ce que c'est de la démagogie, cette espèce de chasse aux dirigeants d'administration très bien payés ? Je ne sais pas si c'est de la démagogie, mais ce qui est vrai, c'est qu'on constate très souvent une grande sévérité de la part de l'opinion publique et de nos concitoyens et de nos concitoyennes vers leurs élus, et parfois, aussi surprenant que cela puisse paraître, une moins grande sévérité de la part de nos concitoyens vis-à-vis de la technostructure, notamment vis-à-vis de la technostructure nationale. D'ailleurs, on a plus tendance à attaquer la technostructure européenne que la technostructure nationale, ce qui est assez intéressant, alors que la technostructure nationale n'est pas, à mon avis, moins encline à un certain nombre de critiques que la technostructure européenne. Mais Toubon, Joanneau, c'est la technostructure nationale. Oui, c'est la C'est technostructure les nationale. individus, Mais c'est si vous voulez, la difficulté dans cette affaire, elle est très simple. On est dans un climat où le vent de l'égalité pousse très fort. C'est ce que les Gilets jaunes réintroduisent aussi à leur manière, c'est quand même malgré tout cette valeur qui est une valeur forte de la culture politique française et qui a été portée entre autres par la Révolution française, qui est la valeur de l'égalité. Je crois que c'est Tocqueville qui parlait de la passion égalitaire des Français. Et il est évident que l'affaire Joanneau, au moment où on a lancé le débat, venait quelque part, disons, polluer cette volonté quand même des pouvoirs publics de renouer un lien avec la société, avec les Françaises et les Français. Alors, est-ce que c'est de la démagogie ? Je ne sais pas si c'est de la démagogie, mais il est naturel quand même aussi que l'on se pose parfois la question sur la rétribution des hauts fonctionnaires. C'est avec nos impôts quand même. C'est quand même de l'argent public. Donc, je trouve que ce débat est, à mon avis, légitime. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'en France, vous avez une tradition de non-transparence qui est très forte. Et donc, je pense que c'est ce qui pèse le plus aussi, vraisemblablement, dans l'appréhension de ce débat. On n'est pas transparent, alors que les pays anglo-saxons là-dessus sont assez clairs et sont cash et disent la vérité sur les prix. On vous pose la question sur Twitter, les dirigeants publics sont-ils trop payés ? Et vous êtes 76% à nous répondre que oui. Zarathustra estime que ce n'est pas tant les salaires, mais plutôt les dépenses autour de ces rémunérations qui sont démentielles, sans parler des retraites. Ces gens jouent de la carte bleue, mais ce n'est pas la leur, ajoute-t-il, ou elle, car j'ignore si c'est un homme ou une femme. Sur le Figaro.fr, Bronito nous dit « Symboliquement, on estimera toujours que les rémunérations sont trop hautes. En pratique, les salaires sont faibles comparés aux privés. » Adrien Matou, votre magazine consacre un article à ce sujet. On y apprend des choses pas tristes. Oui, alors c'est mon confrère et camarade Étienne Gérard qui a un peu mené l'enquête. On parlait de démagogie tout à l'heure, je pense que la démagogie serait de dire « ils sont tous trop payés ».
Ça c'est faux, mais par contre il y en a certains qui, on peut penser qu'ils sont trop payés. Je vais vous donner quelques exemples. En fait, je pense que ce qui choque les gens, c'est peut-être le contraste entre l'utilité perçue ou réelle d'un comité, d'une organisation, et la rémunération de ces membres. Je vous donne juste quelques exemples tirés de l'article de mon camarade. Par exemple, le médiateur national de l'énergie, qui s'appelle Jean Gobert, il n'exerce qu'environ 3 jours par semaine, ce qui correspond aux besoins, indique son service de communication. Il touche 4 000 € mensuels, une rémunération qui se cumule avec sa pension d'ex-parlementaire et avec sa retraite classique. Voilà. C'est aussi ça qui énerve les gens avec Jacques Toubon, par exemple. Mais il n'y a peut-être pas que le cumul, parce que par exemple, l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale s'est réuni une fois en 2017, une seule réunion, 4 salariés, il coûte 210 000 €. Alors qu'il existe déjà un comité des finances locales. Vous retrouverez plein d'exemples dans l'article, mais voilà, on peut se poser la question de ces comités qui ne servent, d'après l'aveu d'un député, à leur chef. En tout cas, les chefs, c'est un poste que vous obtenez parce que vous avez des relations plus que par compétence. On peut se poser la question de ces comités qui servent à caser souvent des copains des politiques en place et qui ont des rémunérations faramineuses par rapport notamment à ce qui se fait dans la fonction publique. Parce que par exemple, les fonctionnaires, leur salaire est gelé depuis de nombreuses années. Eux, ils n'ont pas des gros salaires. Par contre, il y en a certains qui touchent beaucoup pour peu de travail. Guillaume Bernard, votre point de vue, est-ce que la jalousie est un vilain défaut? Écoutez, on a évoqué quand même là des chiffres qui sont très au-delà de la barre des 8 000 €. Or, on sait qu'une rémunération de 8 000 € par mois, c'est 1% des personnes en France. Voilà. Donc évidemment, ça choque énormément de personnes et on se dit qu'il y a un seuil, je dirais, de niveau de vie qui est franchi dans ces conditions-là. Ce qui est, je dirais, important, c'est qu'il me semble que les Français ne revendiquent pas de l'égalitarisme. Ce qu'ils demandent, c'est qu'il y ait une juste proportion entre la fonction exercée, le risque que ça représente d'exercer cette fonction, les compétences nécessaires, les nécessités, je dirais, d'avoir une certaine indépendance et d'être à l'abri d'une éventuelle corruption, et puis la rémunération. Je crois que ça ne choquerait personne qu'il y ait des hauts fonctionnaires ou des personnes de la société civile qui aient une haute rémunération pour exercer la direction, par exemple, d'une autorité administrative indépendante. Mais encore faut-il que ce ne soit pas en cumul d'autres rémunérations et que s'applique ce que l'on connaît, par exemple, aux États-Unis, le spoil system. Parce que le fond du problème, c'est que ce que les Français ont le sentiment, et en particulier les Gilets jaunes, de voir, c'est que c'est toujours le même personnel politique qui connaît un jeu de chaises musical. Alors, ils ne sont plus au ministère ou ils ne sont plus à l'Assemblée, mais ils sont dans une autorité administrative indépendante. Et donc, par conséquent, ils réussissent à cumuler un certain nombre d'activités qu'ils sont supposés faire à 100% pour chacune d'entre elles. Et c'est ça, et ce qui n'est évidemment pas le cas dans la réalité du travail effectué. Et c'est ça qui est évidemment choquant. Je crois que les Français ne demandent pas de l'égalitarisme, ils demandent une juste proportion. Si je peux me permettre de rajouter un tout petit élément, le problème sur les autorités administratives indépendantes, c'est aussi que la rémunération n'est pas du tout fixée, c'est pas la même pour tous. Par exemple, la présidente... Il n'y a pas des grilles comme dans la fonction publique traditionnelle. Voilà. La présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, elle gère 208 salariés. Chantal Joanneau, on gère une dizaine, je pense. Et elle a une rémunération qui est vraiment très inférieure à celle de Chantal Joanneau. Donc voilà, il n'y a pas d'encadrement, quoi. Alors, on a l'impression que c'est du copinage. Ouais, exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne fait pas bon en ce moment avoir des rémunérations trop élevées. Il y en a un qui l'a bien compris, c'est Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Il parlait de sa situation mercredi soir sur le média Brut et il expliquait que ce n'était pas facile tous les jours. Sortez vos mouchoirs. Je vis pas dans un château, je suis locataire, je suis pas propriétaire à Paris parce que les loyers, le prix du mètre carré est trop cher. Moi, j'ai pas hérité, j'ai pas d'argent caché, donc vous voyez, je suis locataire à Paris. J'ai pas de voiture, je m'habille pas dans des costumes très chers. Je vous donne des super adresses pas très loin d'ici. Bon, voilà, c'est comme ça. Je veux dire, il faut aussi qu'on fasse tomber cette espèce de mythe.
Oui. Alors, on ricane un peu Arnaud Benedetti, et en même temps, c'est vrai, parce que le salaire d'un ministre, autour de 8 000 € je crois, c'est pas considérable par rapport à l'importance de la responsabilité. Quand ça veut pas, parce que Griveaux, franchement, je veux dire, les interventions de Griveaux sont en permanence à côté de la plaque, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que oui, bien sûr, vous avez certainement raison, peut-être, sur le fond, mais quand même, le problème, c'est qu'il est un émetteur qui, aujourd'hui, n'est plus audible, Benjamin Griveaux, par toutes les sorties, ou par toutes les... après toutes les sorties qu'il a pu faire. Donc, encore une fois, le discours qu'il tient est un discours qui est totalement inaudible pour les gens qui sont dans les carrefours et qui sont sur les ronds-points. Je ne crois pas que ce type de discours réconcilie les Français avec la chose publique et avec la politique, dans un contexte qui est un contexte de grogne et de contestation sociale extrêmement forte. Donc, c'est quand même très étonnant que l'homme qui soit en charge de la parole officielle du gouvernement, dont c'est le métier, c'est-à-dire aussi de sentir quel est l'état de l'opinion publique, puisse finalement envoyer des messages qui sont des messages aussi négatifs pour la perception finalement de son gouvernement et de l'équipe gouvernementale. Judith, avez-vous envie de défendre le porte-parole du gouvernement ? Au moins, il parle cash. En fait, c'est aussi ça, là, la signature du macronisme. Oui, mais enfin, parce que c'est vrai ce qu'il dit, enfin, il ajoute effectivement, il a des enfants. Pardon, il ajoute qu'en entrant en politique, c'est-à-dire, enfin, en devenant ministre, c'est-à-dire, c'est quand même assez récent, et en entrant en politique, il a fait une croix sur 4 ou 5 fois son salaire dans la vie civile. Donc, comme il a un certain âge, on peut penser qu'il aurait pu faire des économies pour devenir propriétaire. Non, mais Anne Hidalgo doit brûler des cierges tous les jours pour qu'il soit effectivement le candidat de la République En Marche au municipal à Paris, parce pour elle, il est absolument formidable. Mais au-delà de son cas personnel, moi, je pense qu'il y a une passion égalitaire, parfois une fureur égalitaire, surtout en ce moment. Et au niveau individuel, il y a ce que Hobbes appelait la décence commune, qui semble manquer singulièrement à certains de ses responsables. Mais il faut élargir. En fait, le problème, à mon avis, c'est que les organismes, même qui les rétribuent, enfin, au nom desquels ils sont rétribués par nous, les contribuables, il faut se poser la question de leur utilité. Quelle est l'utilité d'une commission nationale du débat public? Que fait-elle que ne pourrait pas faire le privé, par exemple? Donc c'est l'ensemble du poste, peut-être, qu'il faudrait supprimer. Il y a, alors c'est pas cité dans Marianne, mais il y a 283 comités Théodule. Là. Par exemple, on vient d'apprendre, grâce au Haut Comité pour l'égalité, que... au commissariat à l'égalité, que l'humour est souvent vecteur de sexisme. Attention. Attention. Alors, je ne sais pas combien sont précisément rétribués les membres de ce haut commissariat, mais 283. Alors, je ne dis pas qu'il faut tous les supprimer, il y en a certainement d'utiles, mais ça mériterait d'être examiné. Et d'ailleurs, la Cour des comptes le fait régulièrement et crie dans le désert. La Cour des comptes qui, elle, a une compétence d'évaluation, de contrôle, qui est très, très sous-employée, pour le coup. Oui. Bronito nous dit, Benjamin Griveaux va-t-il lancer une cagnotte? Point d'interrogation, nous l'ignorons. Il y a une interview intéressante de Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, chez nos confrères de La Vie cette semaine. Et lui dit que le président de PSA, Carlos Tavares, qui a un salaire considérable, de plusieurs millions d'euros, que son salaire est approuvé par les syndicats du groupe, parce qu'en fait, il en est quasiment le sauveur. Adrien Matou, est-ce que vous êtes sensible à ce genre d'argument? C'est-à-dire que si on est vraiment très bon, on peut être très très bien payé et que c'est légitime? Alors, pas vraiment, je ne connais pas le salaire en question, hein, mais... alors, déjà, il y a une part de variable, mais ça se compte en millions d'euros. Il me semble qu'il y a une première différence à faire entre le privé et le public, parce que quand on travaille pour l'intérêt général, on n'est pas là pour faire du fric, pour citer un ancien président. Donc il me semble que les gens attendent davantage des dirigeants publics que leur rémunération soit décente. Après, il me semble effectivement qu'au-delà d'un certain niveau, et je pense que les grands dirigeants du CAC 40 le dépassent allègrement, on ne comprend pas trop quelle justification morale y a-t-il à toucher des salaires qui sont faramineux. Surtout quand, de l'autre côté, on se refuse à augmenter les salaires les plus faibles parce que ça mettrait en péril l'équilibre économique d'une entreprise.
Je vous propose de laisser le dernier mot à M. Babineau, qui est un internaute fidèle de l'émission, qui nous dit c'est de l'argent public, pas pour la rémunération de Carlos Tavares. Ouais, hein. On est revenu sur les administrations. C'est de l'argent public, donc oui, on peut être choqué. Ils devraient tous afficher leur salaire et leurs privilèges, ou alors on reste dans le vieux monde. Et Nicolas ajoute, ce qui est choquant, c'est la charge de travail pour certains faibles par rapport à la rémunération élevée. Nous passons à un autre sujet qui n'a rien à voir, même si les sénateurs ne sont pas les moins bien traités par la République. Dans sa lettre aux Français publiée dimanche dernier, Emmanuel Macron indique la mention suivante: quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental, doivent-elles jouer pour représenter nos territoires et la société civile? Faut-il les transformer et comment? Alors le moins qu'on puisse dire est que c'est une phrase qui n'est pas passée inaperçue, qui n'a pas forcément plu aux sénateurs et en tout cas pas vraiment à leur président, Gérard Larcher, qui soupçonne quand même un petit peu le président de la République de ne pas lui vouloir que du bien. Écoutez-le, c'était hier sa conférence de rentrée. Dans ces temps de doute et de remise en question, je vous le dis, je crois fondamentalement à nos institutions. Je crois au bicamérisme, car que serait notre démocratie sans une assemblée qui ne procède pas de la seule élection présidentielle, une assemblée indépendante du fait majoritaire, une assemblée capable de contrôler l'action du gouvernement en toute indépendance. C'est l'assemblée des territoires. Adrien Matous, Gérard Larcher a raison de hausser le ton. Est-ce que vous croyez qu'à l'Élysée, on aimerait bien rogner un peu les ailes du Sénat? Il me semble que c'est un artifice de communication assez efficace en ces temps de contestation des autorités politiques, de pointer du doigt les parlementaires et notamment les sénateurs. Déjà, on peut le voir avec le projet de réduire le nombre de députés, qui est un peu du même ordre en termes de communication, c'est-à-dire regardez ces parlementaires trop payés, etc. Mais Gérard Larcher a vraiment raison de souligner le fait que le Sénat, contrairement à l'Assemblée nationale depuis l'inversion du calendrier électoral, n'est pas une assemblée qui découle en quelque sorte naturellement de l'élection présidentielle. Donc il me semble que pour qu'il y ait un vrai contre-pouvoir parlementaire, et encore il est très ténu en France, le Sénat est indispensable. Guillaume Bernard, participez-vous à cette défense du bicamérisme? Plutôt, oui. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut avoir deux assemblées. La première et principale raison, c'est lorsqu'on est un État fédéral, c'est-à-dire qu'il faut une chambre pour représenter la population et une chambre pour représenter les unités fédérées. À partir du moment où on était un État unitaire, ça ne se justifiait pas vraiment, mais avec la décentralisation, la représentation des collectivités territoriales est une des forces et une des missions, effectivement, du Sénat. Et puis, effectivement, il y a un autre élément qu'il ne faut pas négliger. On l'a vu dans l'histoire politique française. Lorsqu'il y a une seule chambre, eh bien, elle est difficilement, je dirais, contrôlable. Elle peut très rapidement se laisser envahir par l'effervescence politique. Et donc, on le sait bien, le bicaméralisme a été introduit en France avec le directoire. Alors, il n'y avait pas la navette parlementaire, hein, bien entendu, mais avec le directoire, pour pouvoir limiter l'effervescence d'une chambre par l'autre. Donc de manière générale, et en dehors de l'intérêt des actuels sénateurs, qui personnellement ne m'émeut guère, le fait qu'il y ait un Parlement bicaméral, c'est a priori plus stable, je dirais, pour le fonctionnement d'un régime politique. Après, il est bien évident qu'on est là dans un discours politique qui tend à devenir de plus en plus démagogique tout en faisant semblant d'être scientifique. Le fait de vouloir réduire le nombre de députés et donc élargir les circonscriptions, ça veut dire qu'on va donner véritablement aux partis politiques la mainmise sur les élections. Parce que plus la circonscription est grande, moins des candidats indépendants pourront réussir à s'imposer. Alors, élargir les circonscriptions des députés d'un côté, et de l'autre côté, envisager de ne plus véritablement avoir un Sénat capable de répondre à l'Assemblée nationale, parce qu'on l'aurait transformé en une chambre, un conseil de la République de la 4e, ça me paraît extrêmement dangereux. Ça veut dire qu'on professionnaliserait encore plus, je dirais, la vie politique, parce qu'il y a quand même des sénateurs qui sont, je dirais, des gens qui sont élus au niveau local par, je dirais, leur activité, par leur, je dirais, leur engagement, sans qu'ils appartiennent nécessairement à un parti politique, et ce serait mettre dans la main, je dirais, des partis politiques la vie politique française. Je suis
vous le savez, plutôt hostile, je dirais, comme d'autres auparavant, hostile aux partis politiques par principe. Judith Weintraub, à votre avis, le président de la République avait une idée derrière la tête en mettant cette petite phrase « Faut-il transformer le Sénat et comment ?» Oui, les vertus de la démagogie. En temps de crise, ça n'est jamais entièrement mauvais de caresser le peuple dans le sens du poil ou dans ce qu'on croit être son sens du poil. Au-delà de tous les excellents arguments qui viennent d'être développés, moi j'en ajouterais un, c'est que en période de crise, le Sénat brutalement vient de prouver à 3 reprises qu'il est utile, chose qu'il n'avait pas faite parce que c'est l'Assemblée qui décide tout, si on peut dire, ou plutôt c'est l'exécutif qui décide ce qu'il veut à travers une majorité qui lui est acquise à l'Assemblée. L'affaire Benalla, la commission d'enquête du Sénat, présidée par Philippe Bas et Jean-Pierre Sueur sur l'affaire Benalla, n'avait absolument rien à voir avec celle de l'Assemblée. Et c'est par elle que des contradictions graves sont apparues entre les versions des différents acteurs, des différents protagonistes. La surtaxe des carburants, quand il a fallu l'annuler, Emmanuel Macron a pris tel quel le texte du Sénat qui avait été fichu à la poubelle, autant le dire. La loi anti-casseurs pour les manifestations, pareil, c'était aussi un texte sénatorial. Donc oui, le Sénat est utile et oui, il est la seule assemblée, non pas parce qu'il se trouve qu'il est de droite actuellement à cause de la chronologie politique, mais parce qu'il est élu à une période différente et par les grands électeurs, et pas par les citoyens. C'est la seule assemblée qui ne procède pas de l'exécutif. Alors, les internautes sont assez d'accord avec vous, hein. En tout cas ceux qui réagissent. Sur Twitter, on pose la question un peu crûment. Faut-il supprimer le Sénat? Il y a une majorité qui répond non, mais enfin 55%, donc c'est pas non plus écrasant. On rappelle bien sûr que c'est pas un sondage, c'est l'expression de vous tous qui êtes en train de suivre l'émission. Bronito nous dit, existe-t-il une démocratie représentative qui ne soit pas bicamérale? Nicolas ajoute, c'est le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qu'il faut supprimer. Il ne sert qu'à recaser les déchus des élections et les copains. Par contre, il faut garder le Sénat, qui peut être un contre-pouvoir, comme en ce moment avec l'affaire Benalla. Et Philippe ajoute, réduire le nombre de parlementaires comme à l'Assemblée, oui, le supprimer, non, car il faut un pouvoir et un contre-pouvoir. Arnaud Benedetti, vous joignez-vous à ce concert de louanges pour le Sénat? Non, mais il y a quelque chose de contradictoire en plus chez Emmanuel Macron, parce que aller vouloir parler aux maires qui sont les corps intermédiaires et qui sont quand même pour la plupart les grands électeurs des sénateurs, et en même temps poser la question de la légitimité du Sénat, parce que finalement il pose la question de la légitimité du Sénat dans son texte, me semble assez contradictoire. Il y a un problème de fond avec Macron. Macron se présente comme un libéral. J'aurais tendance à penser qu'il n'est pas libéral. Parce que le libéralisme, le sucre du libéralisme, c'est d'abord les contre-pouvoirs. C'est pour que le pouvoir arrête le pouvoir. Et on voit bien que dans le système institutionnel qui est le nôtre, c'est-à-dire quand même un système présidentiel fort, avec un président de la République qui est quand même la clé de voûte des institutions, le Sénat joue un rôle évident de contre-pouvoir. Judith l'a rappelé, en citant notamment le rôle de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Benalla, la surtaxe, etc., etc. Donc il y a, je pense quand même, quelque part chez Emmanuel Macron, une tendance à penser la vie politique de manière très centralisée, très hyper-présidentialisée et très personnalisée. Et aujourd'hui, l'attaque qu'il porte contre le Sénat me semble révélatrice d'un tempérament politique qui n'est pas un tempérament politique fondamentalement libéral. Il s'inscrit dans une tradition qui est une tradition vraisemblablement autre, un peu plus autoritaire, certes démocratique, mais qui ne correspond pas à l'essence de la philosophie libérale. Et puis il y a un autre sujet, c'est le sujet des collectivités locales et des collectivités territoriales. Vous savez, le doyen Vedel parlait du Sénat comme la chambre des élus du Seigle et de la Châtaigne. On ne peut pas aujourd'hui vouloir reconquérir les territoires, comme ils veulent faire à travers le grand débat, et en même temps se couper de la Chambre qui les représente. Donc il y a quelque part une forme de contradiction dans la façon de faire et dans la façon de penser d'Emmanuel Macron qui ne me paraît pas en tout cas susceptible d'apaiser le débat. Et puis il y a un risque politique, c'est que les Français qui soutiennent les Gilets jaunes ou qui au moins ne s'intéressent pas
je dirais, au débat que Macron est en train d'organiser, c'est la France périphérique, et c'est cette France périphérique qui est justement représentée par le Sénat. Donc politiquement, il y a un risque à se retrouver avec une assemblée politique qui serait encore plus, je dirais, détachée des réalités sociales. Qui se sentent représentés par le Sénat. Ouais. Gilets jaunes et Sénat, même combat. Point d'interrogation. Non, mais par contre, Non, mais les territoires. on peut peut-être réfléchir au mode d'élection des sénateurs. Ça, c'est une autre question. Alors, le mode indirect, je veux dire, peut être en effet discuté. Ok. Je vous propose de passer à un dernier sujet. C'est une réforme qui commence à susciter un début de polémique. Elle évolue par le gouvernement. Celle de faire payer les étudiants étrangers qui souhaitent suivre les enseignements de l'université française. Ils paieraient 2 770 € par an jusqu'à la licence et 3 770 € par an à partir du master et au-delà. Je précise que ces frais de scolarité sont réservés aux étudiants qui ne viennent pas de l'Union européenne. Alors, Frédérique Vidal, qui est la ministre de l'Enseignement supérieur, défend ce projet. Il y a 2 jours, elle répondait à une sénatrice qui lui disait « Mais en faisant ça, vous allez empêcher les étudiants francophones de venir en France pour poursuivre leurs études. » En Belgique, les droits d'inscription pour les étudiants extracommunautaires s'élèvent à plus de 4 000 €. Au Québec, les droits d'inscription pour les étudiants internationaux sont aussi extrêmement élevés. Cela n'empêche pas les étudiants francophones d'aller étudier en Belgique ou au Québec comme ils vont étudier en France. Le cœur du sujet, c'est la façon dont nous accueillons ces étudiants. Et pour le moment, l'accueil qui est réservé à ces étudiants, sauf exception dans un certain nombre d'écoles, eh bien, est un accueil qui n'est pas digne de notre pays. Guillaume Bernard, vous enseignez dans un établissement d'enseignement supérieur privé, donc payant. Est-ce que ça vous choque qu'il faille payer pour suivre ses études quand on est un étranger extra-européen ? Non. Ça ne me choque même pas que des Français puissent payer pour venir dans mon propre établissement. Donc, évidemment, ma réponse serait incohérente si je vous disais le contraire. Je crois qu'il y a deux aspects. Il y a la question de la justice et puis il y a la question de l'efficacité. La question de la justice, est-ce qu'il est normal que eh bien, les impôts des Français, je dirais, contribuent au financement de leur université et que des étrangers qui viennent, entre guillemets, en profiter, eh bien, payent un peu plus ? Ça me paraît assez juste. Ce qui ne doit pas exclure, en revanche, que de bons étudiants, et donc sélectionnés, eh bien, puissent obtenir des bourses. On peut penser qu'effectivement, au niveau du doctorat, on aurait tout intérêt à là, pour le coup, baisser les frais d'inscription pour pouvoir les attirer et puis pour pouvoir, effectivement, attirer de la richesse intellectuelle chez nous. Mais à un niveau supérieur, parce que des étudiants qui ont une licence de droit, on en a très largement, suffisamment sur le marché du travail. En revanche, des docteurs en droit, peut-être qu'on pourrait en avoir un peu plus, en droit ou dans une autre discipline. Donc, il y a la question de la justice. Et puis, il y a la question de l'efficacité. Je ne sais pas si ça a été dit lors du débat du Sénat, mais enfin, disons-le, ça serait faire preuve d'une hypocrisie absolue que d'ignorer ou de faire croire ou de feindre d'ignorer que les visas pour être étudiant ne sont pas utilisés à des fins, je dirais, d'immigration qui, au départ, a pour but d'être temporaire et qui, en fait, devient, pour le coup, ensuite pérenne. Donc, j'imagine qu'il y a aussi, de la part de l'exécutif, la volonté de dissuader des candidats à l'immigration par, je dirais, des frais d'inscription plus élevés, d'utiliser le système du visa d'étudiant pour limiter les entrées en France. Arnaud Benedetti, vous êtes professeur associé à la Sorbonne, la reine des universités. Alors, quel est votre point de vue ? Non, moi je ne suis pas choqué. Le fait est que de toute façon, le gouvernement, à mon avis, sur cette affaire, joue sur du velours. Parce que, tout simplement, je ne crois pas du tout que l'enjeu puisse devenir un sujet de mobilisation qui, pour le coup, là, met en danger le gouvernement. Parce que sur cette question, vous l'avez rappelé, il y a en effet derrière, en filigrane, la question de la politique migratoire qui se pose. Et sur ce sujet-là, on voit bien que l'opinion publique a considérablement évolué ces dernières années. C'est-à-dire qu'elle est pour une approche plutôt restrictive, voire assez ferme en termes de maîtrise des flux migratoires. Donc, je ne suis pas sûr
sûr que le sujet soit un sujet qui soit susceptible aujourd'hui de véritablement faire polémique et d'être un sujet dangereux pour le gouvernement. Ensuite, sur le fond, en effet, il apparaît assez légitime que des étudiants qui ne sont pas des étudiants relevant de l'Union européenne, je veux dire, payent des frais d'inscription, compte tenu en plus de la difficulté financière considérable que connaissent les établissements universitaires. Il ne faut jamais l'oublier. Adrien Matou, c'est légitime de vouloir faire payer les étudiants étrangers? Oui, je pense que c'est assez légitime, puisque, en plus, si on se penche, en fait, je pense que le système doit marcher sur deux jambes. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, par exemple, de mon expérience, les étudiants étrangers hors Union européenne qui étudiaient avec moi et qui étaient en échange, étaient davantage des fils d'ambassadeurs, je suis un peu dans le cliché volontairement, que des fils d'ouvriers dans le bâtiment. Donc je pense que pourquoi leur faire bénéficier de l'université quasiment gratuite qu'il y a en France, qui est quand même quelque chose d'assez unique au monde, ils ont tout à fait les moyens de payer des frais de scolarité. Par contre, il ne faudrait pas que ça dissuade des bons étudiants de venir. Et dans ce cas-là, il faudrait développer les bourses. Je pense que ça fait partie d'ailleurs du projet gouvernemental. Donc développer les bourses d'un côté et exercer des frais d'inscription comme normaux, comme partout dans le monde d'ailleurs, pour les étudiants étrangers, ça me paraît être plutôt une bonne idée. Mais ça veut dire la sélection des dossiers. Et là, pour le coup, évidemment... Ah, c'est un autre sujet. Julie de Weintraub, ça a déjà été évoqué par Guillaume Bernard. Il y a aussi l'aspect filière d'immigration, pour dire les choses un peu crûment, lié à ce dossier. Évidemment. 46% des étudiants étrangers dans l'université française viennent d'Afrique. Oui, non, mais c'est complètement évident que c'est une des filières de l'immigration clandestine et qu'on a beaucoup de mal à stopper, puisque les étudiants étant entrés par une voie légale, étant assez intégrés par le biais de leur appartenance à l'université, ont beaucoup plus de facilité ensuite à s'affranchir, à vivre sans papier. Mais il faut quand même en rappeler, dans les chiffres que vous avez cités, qui semblent très élevés, que ça ne fait qu'un tiers des dépenses engagées. L'État continue à le subventionner. C'est très important ça. L'État français continue à financer aux 2 tiers les études de ces étudiants étrangers extra-européens. C'est 6 à 7 000 euros par an pour un étudiant qui suit une année de licence ou de master. Donc on ne passe pas de tout à rien, loin de là. Et par ailleurs, vous disiez que l'Afrique était majoritaire dans les pays d'origine de ces étudiants. On a des politiques de coopération. On peut très bien imaginer que l'une des formes de cette coopération, ce soit précisément le financement des études des ressortissants africains qui voudraient les mener en France. Alors, je ne vous ai pas communiqué d'entrée ce qui était la question d'hier sur le Figaro.fr pour ne pas vous influencer. On se posait la question, approuvez-vous l'augmentation des frais d'inscription pour les étrangers non communautaires en France? Et ça ressemble à un plébiscite, puisque il y a 84% de réponses favorables à cette question. Et voici les commentaires sur Internet. Londonaire qui nous dit sur les doctorants, nous sommes d'accord, ils ont fait leurs preuves. Londonaire qui réagit à l'intervention de Guillaume Bernard, disant qu'eux méritaient d'être accompagnés et soutenus. Le problème, ajoute-t-il, est la massification aveugle de notre enseignement supérieur sans filtre. À la fin, beaucoup de diplômes universitaires ne valent plus rien. Et il ajoute, il faut sélectionner les étudiants et peut-être moins faire payer les très bons éléments. Bronito nous dit, ayant été doctorant, je trouve une hérésie de priver la France des doctorants hors Union européenne, vitaux pour l'effort de recherche. Et Nicole nous dit, j'entends qu'il est anormal de faire payer les étrangers, car il faut l'égalité, mais qui paye? Uniquement les Français. Donc sous-entendu, ça n'est pas de l'égalité. Arnaud Belletti. Sur l'effort de recherche, je voudrais donner un chiffre qui est important et qu'on ne connaît pas, mais le recrutement des chercheurs, par exemple CNRS ou INSERM, vous avez chaque année plus de 20% d'étrangers qui sont recrutés. Donc on parle souvent de la fuite des cerveaux, mais il y a aussi une véritable capacité d'attractivité de nos organismes, il faut le dire, parce que tout simplement on offre des conditions de travail pour les chercheurs qui sont relativement confortables. Donc c'est un point qu'il ne faut pas totalement oublier. Dernière question ouverte. Vous pensez que les étudiants pourraient se mettre en grève sur ce sujet-là? D'un point de vue idéologique, ça a l'air quand même d'être assez mobilisateur, non? Cette idée qu'il faille accueillir les étrangers sans condition? C'est possible, c'est possible. Je vois que l'UNEF essaie de lancer un mouvement sur ça. Après,
Une grève des étudiants, oui, mais si elle n'est pas suivie dans l'opinion, et je pense qu'elle ne convaincrait pas tous les étudiants, donc on va pas trop s'avancer, mais bon, c'est possible, mais ça m'étonnerait que ce soit massif. Oui, en tout cas, pour l'instant, effectivement, ça n'apparaît pas. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. C'est donc la fin de Point de vue pour cette semaine, mais c'est promis, nous revenons dès lundi prochain. Très bon week-end. Le président de la République a lancé le grand débat national qui va durer 2 mois. Eh bien, nous aussi, dans le Figaro Magazine, sur lefigaro.fr, nous lançons notre grand débat pour vous écouter, pour que vous puissiez livrer votre point de vue, vos interventions sur les thèmes choisis par le chef de l'État, mais pas seulement, Karl. Non, parce que dans sa lettre aux Français, Emmanuel Macron a dit qu'il n'y avait pas de questions interdites. Donc aux 5 thèmes qui ont été retenus par lui, nous en avons rajouté 3. L'Europe, l'emploi et le pouvoir d'achat, bioéthique et famille. Alors concrètement, c'est simple. Nous avons prévu une adresse internet spécifique, débat.figmag@lefigaro.fr. Et vous nous envoyez vos interventions, vos images aussi peut-être ? Oui, n'hésitez pas à faire des vidéos dans lesquelles vous donnez vos idées, vos contributions. Elles seront diffusées sur le site. Alors, tout ça, naturellement, va être restitué à la fois sur lefigaro.fr, mais aussi dans les prochaines éditions du Figaro Magazine, pour que chacun puisse savoir quel est votre point de vue sur les sujets du grand débat.